Dos rond, poignet cassé, tirage trop bas, ça, c'est exactement comme ça que tu te blesses à la salle. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Tu fais peut-être ça tous les jours sans savoir ce que tu risques. So catch me if I fall. Hello les lucioles, bienvenue dans votre tanière, moi c'est Etna et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je vois absolument tous les jours et qui me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il peut te protéger de quelque chose de bien plus grave que tu ne l'imagines. Je vais donc te parler de ce qui se passe à la salle de musculation. Pas pour te faire la leçon, pas pour pointer du doigt qui que ce soit, je vais juste te partager ce que j'observe et ce que la science commence à très bien documenter sur les conséquences de certains gestes répétés. Ceux qui veulent entendre, entendront. Les autres passeront à autre chose et c'est tant pis, je ne pourrai rien faire de plus. Pour ceux qui entendront, c'est très bien parce que la musculation c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ta santé. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, le lien est en description et dans le petit i juste ici. Mais comme tout sport, il peut aussi faire du mal quand il est mal pratiqué. Et aujourd'hui, c'est cette phase-là qu'on va regarder ensemble. Alors voilà la vraie question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment est-ce que des gens bien intentionnés qui viennent s'entraîner régulièrement depuis des mois, voire des années, finissent quand même par se blesser? Et surtout, pourquoi est-ce que personne ne leur a dit? Pour y répondre, on va avancer en 4 grandes étapes. D'abord, je vais te montrer ce que je vois tous les jours à la salle, donc les gestes, les habitudes. Ensuite, on va comprendre ensemble ce que ces gestes font réellement à ton corps, de l'intérieur. Puis, on va parler de pourquoi on finit par adopter ces comportements. Parce qu'il y a des raisons très humaines derrière tout ça. Et enfin, je vais te donner des pistes concrètes pour t'entraîner autrement, durablement. Installe-toi, prends de quoi noter si tu veux, et c'est parti. Alors commençons par ce que je vois. Et avant même d'entrer dans le détail, j'ai besoin de te dire une chose. Ces erreurs ne concernent pas que les débutants, je les vois chez des gens qui s'entraînent depuis 2 ans, 5 ans, parfois même plus, parce que faire de la musculation longtemps, ce n'est pas la même chose que le faire bien. Et quand personne ne t'a jamais vraiment observé, vraiment corrigé, eh bien les mauvaises habitudes s'installent et elles restent. La première chose que je vois est de loin la plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'ego lifting. En gros, mettre trop lourd. Et je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose de profondément humain. On veut progresser, on veut se sentir fort, on veut prouver quelque chose, parfois à soi-même, parfois aux autres autour de soi. Et franchement, qui peut en vouloir à quelqu'un pour ça? Ce besoin de se dépasser, de se tester, c'est même une des choses qui nous pousse à aller à la salle en premier lieu. C'est une énergie positive à la base. Le problème, c'est l'idée reçue qui vient souvent avec. Pour progresser, il faut mettre lourd. Cette phrase, on l'entend partout et elle n'est pas entièrement fausse, mais elle n'explique pas vraiment la réalité. Et c'est là que ça devient dangereux. La vérité, c'est que la charge sur la barre n'est pas un objectif en soi, c'est un outil. Et comme tout outil, ce qui compte, c'est la façon dont tu l'utilises. Donc trop léger, c'est-à-dire une charge tellement confortable que tu n'en ressens rien dans le muscle, ça n'apporte effectivement pas grand-chose. Mais trop lourd, une charge que tu ne contrôles plus, que tu balances, que tu tires avec tout ton corps pour arriver au bout du mouvement, là, tu ne travailles plus vraiment le muscle. Tu compenses, tu travailles tes articulations, tes tendons, ta colonne vertébrale. Tu as l'impression de bosser dur, mais ton corps, lui, paye le prix. La bonne charge, c'est celle qui te challenge, sans que tu doives sacrifier ton mouvement pour y arriver. Et d'ailleurs, cette notion de bonne charge, c'est tellement un sujet important que je ferai une vidéo entière prochainement. Donc reste dans la tanière pour ne pas la manquer. Mais ce qu'on voit concrètement sur le terrain, l'amplitude qui se réduit pour arriver au bout du mouvement, les élans et les balancements pour compenser le poids, une instabilité visible pendant toute la série et souvent une vraie conviction que ça compte quand même. Mais ton corps, lui, il enregistre tout. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le problème, ce n'est pas juste le poids, c'est tout ce qui disparaît avec lui. Le contrôle de la trajectoire, la vitesse du mouvement, la tension musculaire consciente dans le bon muscle. Quand tout ça lâche, tu ne t'entraînes plus, tu survis au mouvement. Deuxième chose que je vois tous les jours, le dos rond. Et pas uniquement chez les débutants. Vraiment, absolument pas. On le voit au squat sumo, au deadlift, au rowing
lumbar, au tirage poitrine, au soulevé de terre romain, les occasions ne manquent pas. Ce qui se passe concrètement, c'est que le gainage, la stabilité de ton abdomen et de ton bas du dos, lâche sous la charge. Le bassin bascule, la cambrure naturelle de la colonne disparaît et le mouvement change complètement de nature. Ce n'est plus un mauvais placement, c'est un autre mouvement qui sollicite des structures qui ne sont pas faites pour supporter cette charge de cette façon. Et ça a des conséquences sur ton corps. On va y revenir dans la partie suivante parce qu'elle mérite vraiment d'être expliquée. Ensuite, il y a quelque chose de peut-être plus difficile à remarquer parce qu'on le fait souvent sans s'en rendre compte, les demi-répétitions et les rebonds. En fait, la répétition qui part avec de l'élan, le mouvement qui s'arrête avant la position basse ou haute, le rebond pour repartir sans vraiment contrôler la phase descendante. Ce qu'on sait en biomécanique du mouvement, c'est que les variations d'amplitude modifient complètement la mécanique du mouvement, la nature du stress imposé au tissu et la qualité du travail musculaire. Autrement dit, quand tu réduis l'amplitude ou que tu triches sur le mouvement, tu changes totalement la façon dont ton corps encaisse la charge. Le muscle n'est jamais en tension complète. Mais le stress mécanique sur l'articulation, lui, est bien là. Pour le résumer simplement, tu travailles à moitié mais tu encaisses 100% du stress. Il y a un autre point que je veux aborder et qu'on ne traite pas assez souvent, les exercices au câble et aux poulies. Parce que beaucoup de gens pensent que les machines à câble, c'est plus sûr que les barres et les haltères. Et je comprends cette intuition. Le mouvement semble plus guidé, plus contrôlé. Mais en fait, c'est une demi-vérité qui peut te jouer des tours. Les poulies, en fait, elles ont une particularité mécanique importante. La tension est constante tout au long du mouvement. Là où une barre ou une haltère peut offrir des mouvements de relâchement naturel à certaines positions. Une poulie, elle maintient une résistance qui est continue du début à la fin et ça amplifie considérablement le stress sur tes tendons et tes articulations dès que la trajectoire dévie ou que la charge est trop lourde. Les zones qui sont généralement les plus exposées sont donc les épaules, notamment lors des tirages à poulie haute avec les coudes qui sont mal orientés ou le buste qui est trop penché vers l'arrière, les coudes aussi lors des curls en poulie basse et les genoux lors des extensions avec une résistance excessive en fin d'amplitude. Et quand tu ajoutes de l'ego lifting à tout ça parce que les sensations aux poulies sont différentes et qu'on a souvent tendance à charger plus qu'on ne le devrait, tu crées les conditions parfaites pour des douleurs tendineuses qui s'installent progressivement sans aucun signe d'alarme immédiat. Et puis il y a la dernière chose que je vois et peut-être la plus courante de toutes, entrer directement sous la barre, s'installer sur la machine en partant directement de la charge de travail habituelle sans aucune préparation. Parfois précédé de 5 minutes de vélo à intensité tranquille, et je dis tranquille parce qu'honnêtement ça ne constitue pas un échauffement spécifique à ce qu'on va faire juste après. Un échauffement qui prépare vraiment ton corps, c'est deux choses distinctes. Une élévation progressive de la température et du débit sanguin vers les muscles que tu vas solliciter et une activation neuromusculaire spécifique au mouvement que tu vas réaliser. Parce que les articulations, les tendons et les fascias ont des temps de réponse différents des muscles. En fait, ils se préparent plus lentement et quand on ne leur laisse pas le temps de le faire, ils sont les premiers à trinquer. Maintenant que tu as l'image de ce qui se passe sur le terrain et peut-être que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces points, et c'est tout à fait normal, la question qui suit naturellement c'est mais concrètement qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Pourquoi ces gestes répétés, séance après séance, finissent-ils par faire vraiment mal? C'est ce qu'on va regarder ensemble dès maintenant. Avant d'aller plus loin, une chose importante à dire, la musculation est globalement une activité qui est sûre. Les données sur le sujet sont assez claires là-dessus. Ce n'est pas un sport dangereux en soi, mais c'est une activité qui peut le devenir quand certaines erreurs sont répétées séance après séance, sur des semaines et des mois. Et c'est exactement là que réside le problème. Parce qu'une blessure en musculation, ça ressemble rarement à un accident. Ça ressemble plutôt à une accumulation. Parlons d'abord de ce qui arrive à ta colonne vertébrale quand tu soulève avec le dos rond. Entre chaque vertèbre, en fait, il y a un disque intervertébral. Pense-y comme un amortisseur. Ce disque, en fait, il supporte très bien les charges importantes à condition que la colonne soit en position neutre et que la compression soit symétrique. Un dos rond sous charge, c'est exactement le contraire. La partie avant du disque est écrasée, la partie arrière est étirée. Et une fois, ce n'est pas grand-chose, mais sur des dizaines de séances, sur des mois ou des années, c'est une accumulation de micro-traumatismes
traumatisme qui dégrade progressivement la structure du disque. Et le résultat le plus classique, c'est la lombalgie, cette douleur au niveau du bas du dos qui commence comme une simple gêne après l'entraînement, puis une gêne pendant, puis une douleur qui ne part plus. Ce n'est pas une coïncidence. Selon une revue systématique publiée par Assa et ses collègues dans le British Journal of Sports Medicine en 2017, elle explique que le bas du dos est la zone la plus fréquemment touchée en musculation et en sport de force, avant même les épaules et les genoux. Dans les cas les plus avancés, ça peut aller jusqu'à l'hernie discale, quand le noyau du disque finit par finalement s'échapper de son enveloppe et comprimer un nerf. Et le point clé ici, c'est que tu ne ressens généralement rien pendant longtemps. C'est ça qui est trompeur. Ton corps compense, il s'adapte, il absorbe jusqu'au moment où il ne peut plus. Maintenant, parlons des tendons parce que c'est probablement le point le plus contre-intuitif et pourtant l'un des plus importants à comprendre. En fait, les muscles répondent à l'entraînement relativement vite. En quelques semaines, tu ressens la progression, tu vois les changements. Les tendons, eux, ils s'adaptent beaucoup plus lentement parce que leur vascularisation est faible, leur renouvellement cellulaire est lent et biologiquement, ils sont construits pour la durée, pas pour la rapidité. Et ça crée en fait une situation particulièrement traîtresse parce que quand tu progresses trop vite en charge, tes muscles deviennent capables de produire des forces que tes tendons, eux, ne sont pas encore en mesure de tolérer. Ce déséquilibre entre la force musculaire et la capacité tendineuse est l'un des mécanismes les mieux documentés dans la littérature sur les blessures de surmenage en musculation. Et c'est souvent pour ça que les blessures arrivent précisément au moment où les gens progressent et pas quand ils stagnent. La même revue d'Assa et ses collègues, publiée dans le British Journal of Sport Medicine en 2017, confirme justement que ces blessures de surmenage représentent une très large majorité des cas en sport de force. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des histoires qui s'écrivent répétition après répétition. Les poulies, elles, aggravent ce phénomène pour la raison qu'on a vue tout à l'heure. La tension constante ne laisse aucun moment de répit au tendon pendant la série. Sur une épaule ou un coude déjà fragilisé, c'est particulièrement sévère. Concernant les articulations, celles du genou et de l'épaule sont sans doute les plus sollicitées en musculation et aussi les plus exposées quand le mouvement n'est pas propre. Un genou qui s'effondre vers l'intérieur au squat par exemple, répétition après répétition, c'est un cisaillement latéral chronique sur le ligament croisé et le cartilage. Une épaule dans une position de conflit sur un développé couché avec les coudes trop ouverts, c'est une compression répétée du tendon, du su-épineux à chaque série. Le problème avec les articulations, c'est que les signaux d'alerte sont souvent très discrets au début. C'est généralement une légère gêne, puis un craquement, une raideur le lendemain matin. Ces signaux disparaissent souvent à l'échauffement ou s'atténuent pendant l'effort, ce qui donne plutôt l'impression que tout va bien. Et puis un jour, ça ne passe plus. Et là, le délai de récupération se compte en mois et pas en jours. Une méta-analyse publiée en 2025 dans l'Orthopedic Journal of Sport Medicine, portant sur 16 essais randomisés contrôlés et plus de 7000 participants, a montré qu'un entraînement en force bien structuré, intégrant une bonne technique, une progression raisonnée et une préparation sérieuse, peut réduire le risque de blessure d'environ 30%. Ce n'est pas un chiffre anodin. Ça veut dire qu'une grande partie de ce qu'on vit comme des coups de malchance, on aurait pu l'éviter. Maintenant que tu comprends ce qui se passe à l'intérieur, il reste une question que je trouve encore plus intéressante parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi, même en sachant que c'est risqué, ou sans même le savoir d'ailleurs, on continue? Et c'est là qu'on va parler psychologie, parce que je pense que c'est indispensable si on veut vraiment changer les choses. Ces comportements qu'on vient de décrire, ils ne viennent pas de nulle part. En fait, ils sont profondément humains. Et comprendre pourquoi on les adopte, c'est la première étape pour s'en défaire. Ou en tout cas, pour les regarder différemment. Revenons sur l'ego lifting, parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin que juste mettre trop lourd. Parce que derrière ce geste, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vouloir se sentir fort, vouloir prouver quelque chose, parfois impressionner les gens autour de soi. Ce sont des besoins humains universels et complètement légitimes. En fait, la musculation est un sport où le progrès se quantifie, se voit et se ressent. Et ça crée naturellement une tentation de mesurer ce progrès en kilos sur la barre. C'est visible, c'est objectif, c'est rassurant. Mais le problème, c'est que les kilos ne disent rien sur la qualité réelle du travail. En fait, ils donnent juste une impression de progression et parfois, cette impression suffit à masquer ce qui se passe vraiment. Et ce qui est fascinant, c'est que l'ego lifting touche aussi des gens qui ne se considèrent pas comme des égos au sens péjoratif
péjoratif du terme. Des gens qui veulent juste progresser, qui sont fiers de leur parcours, qui essaient de repousser leurs limites. C'est humain. Le travail, ce n'est pas d'écrasser cette énergie-là, c'est de la rediriger vers des critères de progression qui protègent le corps plutôt que de le fragiliser. Ensuite, il y a quelque chose de très puissant dans l'environnement de la salle, c'est le mimétisme. On observe, on imite. Et quand on voit la majorité des gens faire quelque chose d'une certaine façon, on finit tout naturellement par penser que c'est la bonne façon. C'est un raccourci cognitif absolument normal. En fait, notre cerveau est câblé pour ça depuis notre naissance, pour apprendre par imitation sociale. Mais il est particulièrement dangereux dans un contexte où les mauvaises habitudes sont justement surreprésentées et normalisées. Si lui le fait depuis 3 ans et qu'il a l'air en forme, c'est que ça marche. Sauf que les blessures chroniques ne se voient pas de l'extérieur, elles s'accumulent silencieusement. Il faut aussi parler des réseaux sociaux, parce que ce qu'on y voit n'est pas un modèle d'exécution technique. C'est du contenu pensé pour impressionner, pour être partagé, pour faire des vues tout simplement. Et les records personnels filmés, les charges maximales, les techniques d'intensification spectaculaires, tout ça est massivement surreprésenté. Et la technique propre, contrôlée, efficace, mais visuellement moins impressionnante, elle est beaucoup moins visible. Le résultat, c'est que c'est une référence visuelle biaisée pour beaucoup de pratiquants. On construit une image de ce que bien s'entraîner devrait avoir l'air, et souvent cette image est déformée dès le départ. Et puis, il y a le mécanisme le plus insidieux de tous, et probablement celui qui explique le mieux pourquoi les blessures arrivent souvent si tard. L'absence de signal d'alarme immédiat. En fait, le corps est extraordinairement adaptable. Il compense, il absorbe, il passe pendant longtemps avant d'envoyer un signal vraiment clair. Et cette capacité d'adaptation, qui est une force incroyable dans d'autres contextes, devient ici un piège. Parce qu'en fait, elle crée une illusion de sécurité. Si ça ne fait pas mal, c'est que c'est bon. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond que ça. Les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres et jamais à eux. Les psychologues appellent ça le biais d'optimisme irréaliste. On sous-estime systématiquement notre propre probabilité de vivre un événement négatif. En musculation, ça ressemble exactement à ça. Je sais que c'est risqué, mais moi ça ira. La réalité, c'est que ça peut toucher n'importe qui. Le corps accumule silencieusement pendant des mois, parfois des années. La légère gêne à l'épaule après le développé couché, oh, bah c'est juste la fatigue. Le craquement au genou, au squat, oh, c'est normal, c'est rien. Et puis un jour, ce n'est plus juste de la fatigue. Alors maintenant que tu as cette image complète, ce qui se fait, ce que ça crée dans le corps et pourquoi on y tombe, la vraie question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là qu'on arrive à la partie que je préfère, les solutions concrètes. Une dernière donnée scientifique avant de rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'elle donne du sens à ce qui suit. En 2022, une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Preventive Medicine par Shelendra et ses collègues a confirmé que la pratique régulière de la musculation est associée à une réduction de 15% de mortalité, toutes causes confondues. La musculation, c'est vraiment bon pour toi. Mais la méta-analyse de 2025 dans l'Orthopedic Journal of Sport Medicine qu'on a vu tout à l'heure nous rappelle que c'est seulement vrai si elle est bien faite. Parce que un entraînement structuré peut réduire ton risque de blessure d'environ 30%. Et l'entraînement structuré, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou d'inaccessible. En fait, c'est exactement ce dont on va parler maintenant. La première chose, et de loin la plus impactante, c'est de mettre la technique avant la charge. Et toujours, si tu ne maîtrises pas un mouvement, tu réduis la charge. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de construire les fondations qui te permettront de progresser vraiment, durablement et sainement. Et si tu ne sais pas comment exécuter correctement un mouvement, il y a 2 options sérieuses. La première, c'est de te former à travers des ressources documentées, comme des livres de référence sur la biomécanique du mouvement en musculation, par exemple, qui t'expliquent non seulement quoi faire, mais pourquoi. Et la deuxième, c'est un coach qualifié. Et je sais, je vais être honnête, trouver un bon coach, ce n'est pas toujours simple. Un bon coach, c'est quelqu'un qui t'observe vraiment, qui t'explique le pourquoi, qui te corrige et dont les élèves comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Pas quelqu'un qui est là physiquement mais pas vraiment présent. Deuxième habitude simple et efficace, filmer tes séries. Parce que ce que tu ressens pendant un mouvement et ce que tu fais réellement sont souvent 2 choses très différentes. Parce que le cerveau comble les lacunes et il te donne l'impression que le dos est droit quand il ne l'est pas, alors qu'un téléphone posé sur le côté ne ment pas. Quelques séances de filmage suffisent généralement souvent à révéler des habitudes qu'on ne soupçonnait vraiment pas.
Ensuite, on l'a vu dans la partie précédente, la progression trop rapide des charges est l'un des mécanismes les mieux documentés des blessures de surmenage. Parce que les tendons et les structures articulaires ont besoin de temps pour s'adapter. Ce n'est pas négociable biologiquement. Alors, la patience dans ce contexte, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui s'entraîne pendant 20 ans et quelqu'un qui s'arrête après une blessure grave à 35 ans. Ensuite, 10 minutes bien investies qui peuvent représenter, selon les données disponibles, une part significative de la réduction du risque de blessure. À votre avis, c'est quoi? Mettez pause et répondez au petit questionnaire que vous trouverez juste en dessous au niveau de la description pour répondre à cette question. J'attends un tout petit peu et on reprend. C'est bon? T'as répondu au questionnaire? Parfait. Alors, la réponse est un échauffement. Un échauffement sérieux, ce n'est pas 5 minutes de vélo et une série légère. C'est bien plus que ça. En fait, c'est une activation des muscles que tu vas travailler, une mobilisation des articulations concernées, une préparation progressive des tendons et des fascias à l'intensité qui suit. Et la dernière chose, et peut-être la plus difficile parce qu'elle demande un vrai changement de regard, apprendre à lire les signaux faibles que ton corps t'envoie. Une douleur articulaire n'est pas une courbature. Une gêne tendineuse n'est pas normale. Ces signaux ne sont pas des faiblesses à surpasser, ce sont des informations qui sont importantes et à lire. Parce que la douleur n'est pas un ennemi à battre. C'est ton corps qui te parle. Et plus tôt tu apprends à l'écouter, plus tu t'entraîneras longtemps. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà, la musculation, c'est une activité formidable, mais comme tout ce qui est puissant, ça demande d'être fait avec intention. Les blessures qu'on voit en salle ne viennent pas de malchance, elles viennent de ce qui est répété, séance après séance, souvent sans qu'on s'en rende compte, et ce qui a été répété peut être changé. En fait, tu ne t'entraînes pas pour impressionner, tu t'entraînes pour durer, pour être encore là dans 10 ans, dans 20 ans, sans douleur chronique, sans séquelles. Et ça commence par de petits gestes. Des gestes plus justes, plus conscients, plus à l'écoute de ce que ton corps te dit. La blessure ne vient pas d'un accident, elle vient de ce que tu répètes. Si tu t'es reconnu dans quelque chose aujourd'hui, dis-le-moi en commentaire. Tu t'es reconnu? Parce que je lis tout, ça m'aide vraiment à comprendre ce dont vous avez besoin pour les prochaines vidéos et ça me soutient énormément. La prochaine fois, on va parler en détail de l'échauffement structuré, ça me semble bien, ce que ça veut vraiment dire, comment le construire et pourquoi c'est l'une des choses les plus sous-estimées de la musculation. Donc abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas passer à côté. Prends soin de toi et écoute ton corps. Il n'est pas ton ennemi, il essaie juste de te tenir le plus longtemps possible. Aide-le à le faire et n'oublie pas, chaque luciole a sa place ici, quelle que soit sa façon de briller. Alors abonne-toi ma luciole et moi maintenant je vous dis à très vite mes lucioles dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao! So catch me if I fall.